Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode de notre série consacrée au métier de la sécurité, nous allons nous intéresser à l'analyse des risques. Si vous êtes un professionnel de la sécurité, vous savez pertinemment que détecter et quantifier un risque n'est pas une tâche facile et requiert beaucoup de compétences et d'intuition. Pour cet épisode, nous nous sommes rendus au Parlement européen pour rencontrer Philippe Masson. Ancien policier et ancien chef du département de la formation pour le personnel de sécurité du Parlement européen, Philippe Masson est aujourd'hui analyste de risque en sécurité et il nous explique quelles sont les compétences et les procédés nécessaires pour générer une bonne cartographie des risques pouvant affecter une entreprise ou une institution. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, ce 4e numéro va être divisé en 2 épisodes. Celui que vous regardez actuellement va se concentrer sur la présentation des méthodes d'analyse des risques. Le second, qui sortira ultérieurement, a été réalisé dans le cadre du programme européen Back to School et présente de manière détaillée le fonctionnement du Parlement européen au sein de l'Union européenne. Je vous en dis plus à ce sujet dans le prochain épisode. Pour en revenir à cette première partie, vous allez voir que l'analyse des risques repose sur énormément de cultures métiers différentes, qu'elle associe expertise et sciences dures, et surtout qu'elle nécessite un grand nombre d'agents hautement qualifiés. Alors, déjà, il faut voir que la Direction générale de la sécurité, c'est plusieurs structures. La plus grosse est loin d'être celle de l'analyse de risque. La plus grosse, c'est la sécurité humaine, la sécurité physique. Donc, on a à peu près 900 agents. Donc, ça commence à faire un beau service de police, on va dire. Oui. On a des agents qui sont spécialisés, par exemple on a l'équipe de protection rapprochée de la présidente, on a des agents armés, tous ne le sont pas, donc on a un nombre assez conséquent d'agents généralistes, on a aussi des agents plutôt spécialisés dans le côté pompiers secours, voilà. On a un centre d'appel qui est l'équivalent d'une salle d'information et de commandement telle qu'elle peut exister dans la police. Et puis on a donc là aussi, encore une fois, des structures qui sont des structures plutôt de soutien. Alors il y a une direction complète, la direction D, qui touche à la fois à la contre-ingérence, à la sécurité technique et la gestion du risque, et encore je dis gestion du risque avec des gros guillemets, parce que nous on fait essentiellement de l'analyse du risque. On fait peu de gestion du risque au sens de la mise en œuvre des moyens de mitigation du risque. On fait des propositions de moyens de mitigation, mais comme nous on n'est pas propriétaire du risque, on n'est pas aussi propriétaire des moyens de mitigation. L'analyse de risque en général, enfin la gestion du risque a comme composant l'analyse du risque, et l'analyse du risque en elle-même va avoir plusieurs composants. Alors bon, il y a le côté classique de l'analyse de risque qui consiste à définir la hauteur du risque encouru, donc le niveau des conséquences, de le croiser sur une matrice avec le degré de vraisemblance de sa survenance. Oui. Alors, dans l'analyse de risque sécuritaire, contrairement à d'autres types d'analyse de risque, on ne parle pas de probabilité. Parce que si on commence à parler de probabilité de survenance, on va se retrouver sur un calcul probabiliste pur. Or, le calcul probabiliste pur va poser un énorme problème sur des événements rares, mais à très haut niveau de compétence. Pour reprendre les travaux de Taleb, les événements dits signes noirs. Donc, si on prenait uniquement du calcul probabiliste, le terrorisme sous forme d'attaques violentes avec explosifs et armes, on serait obligé de le coter somme toute assez bas, parce que son degré de probabilité de survenance serait somme toute très faible.
le nombre d'incidents terroristes violents de ces dernières années en Belgique, il est limité à l'attentat de Zaventem et du métro du Malbec, hein, c'est juste à côté. Hein. Et comparé à la criminalité ou à la menace quand il pourrait être beaucoup plus régulière. Oui, la menace vol, la menace malveillance, voilà. Donc, nous, on ne raisonne pas en termes de probabilité, mais on raisonne en termes de vraisemblance. Alors, c'est là qu'il y a un côté où l'analyse de risque sécuritaire est à la fois une science, parce qu'on a un socle de science assez robuste, parce qu'on utilise des statistiques robustes également, mais on va utiliser, on a une agence de la Commission européenne qui est le Joint Research Center, qui ne fait que de la recherche, et il y a une direction qui est complètement dévolue à la recherche dans le domaine de la sécurité. Et par exemple, on a des modèles très spécifiques en termes d'effets réels des explosifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en tenir au schéma classique qui est de dire on a un facteur kilo d'équivalent TNT et un facteur distance à la cible, qui est le modèle en général retenu. Hein. Là, non. Là, on a des modèles informatiques très, très complexes. On va tenir compte de la hauteur de la charge par rapport au sol, on va tenir compte des effets de réflexion, on va tenir compte des matériaux alentour. Est-ce qu'on va avoir des projectiles secondaires qui vont être du type parois vitrées, qui vont être métalliques, qui vont être gravats, qui vont être, etc. etc. On va tenir compte des effets de masque par rapport à la fois aux effets de conduction de souffle et aux effets calorifiques. Donc c'est une modélisation extrêmement poussée. Ah, c'est une modélisation qui a fait l'objet de nombreuses publications. Nos collègues de l'unité E4 du GRC sont des scientifiques. Et on travaille, d'ailleurs c'est l'un de mes rôles au sein de l'unité ici, c'est d'avoir un lien permanent avec la communauté scientifique et la communauté académique autour de la sécurité pour faire remonter des modèles fondés plus sur les sciences dures que sur les sciences humaines et sociales, mais quand même, on couvre large sur l'éventail scientifique. À côté de ça, on a quand même une grande partie de... alors, c'est pas du doigt mouillé, c'est de l'intuition. La moyenne d'âge des analystes ici, elle est à plus de 50 ans. D'accord. Et la moyenne d'expérience des analystes ici, elle est à 25 à 30 ans d'expérience dans des métiers de l'armée et de la police, ou du renseignement. D'accord. Ok. Donc, ce n'est pas des postes d'entrée de carrière chez nous, ça c'est clair. Mais du coup, ça fait qu'on a quand même... Alors, on a ce côté socle scientifique, ce côté intuition fondée sur l'expérience, et le fait est que on se forme en permanence, on suit un nombre de formations assez conséquent tous les ans, et dont l'objectif est aussi en grande partie d'avoir une forme de pensée en dehors de la boîte. On va se confronter à des gens qui ne sont pas du monde de la sécurité, de façon aussi à rentrer des idées. Donc, je reviens à la définition en fait de l'analyse de risque. Alors il est clair qu'à la fin, on va sortir une matrice classique avec une ligne d'appétit au risque, un risque qui est en dessous de la ligne d'appétit ou au-dessus de la ligne d'appétit. On va avoir les cycles d'examen du risque, où on va examiner le risque sans mesure de mitigation, après proposition des mesures de mitigation, analyse du risque résiduel, donc tout le fonctionnement très normé, hein, ISO 31000, de l'analyse de risque, on le respecte à fond, c'est notre ADN. Vous l'aurez donc compris,
L'analyse des risques est un savant mélange entre les sciences, qui permettent une modélisation poussée des risques, et des compétences métiers indispensables pour comprendre et évaluer méthodiquement la dangerosité des risques. Et le travail est loin d'être fini, puisque non content d'avoir établi une cartographie des risques, un suivi constant des évolutions des risques est impératif si l'on souhaite rendre ces procédés efficaces. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais il est nécessaire de tester régulièrement ces protocoles, et c'est ce que nous explique Philippe. En plus de ça, on fait appel aussi à beaucoup d'autres choses. Quand on va faire une analyse de risque, il y a un moment où on va devoir analyser la vulnérabilité. Oui. Donc, analyser quels sont les points de faiblesse d'un dispositif. Alors, ça peut être les points de faiblesse d'un bâtiment, quand on va ouvrir un nouveau bureau de liaison à l'étranger, ou quand on va fermer un bâtiment pour travaux et qu'on va devoir déplacer dans un nouveau bâtiment des fonctions qui étaient peut-être des fonctions sensibles, plus sensibles que celles qui occupaient ce bâtiment auparavant. Donc là, il va y avoir des analyses de vulnérabilité. On va faire, entre nous, sans que ça soit très structuré, un petit peu de red teaming où une partie d'entre nous va être saisie par un collègue analyste qui va dire, voilà, j'ai sorti tel truc, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et en fait, ce qu'on peut apporter, c'est on va attaquer son document. Ouais. Donc, vous allez le mettre en défaut. On va chercher, voilà, on va chercher à dire, voilà, tiens, regarde, là. On va vraiment rentrer du doigt, et c'est l'avantage aussi d'avoir affaire à des gens dont le cuir est épais, dont l'expérience professionnelle peut inclure, si je parle pour moi, des zones de guerre, du terrorisme, du cadavre, des charniers. Alors je sais, c'est brutal de le présenter comme ça, mais c'est ce qui fait que maintenant, si on me demande de travailler sur une éventualité, je prends un scénario qui est l'effondrement d'un immeuble alors qu'il est occupé, oui, il y aura du mort. Si un de mes collègues commence à dire « Ah ouais, mais t'as pas vu que là, t'avais un mur porteur qui allait être défoncé et que tu allais avoir un effet domino oui, ok, t'as raison, je l'ai pas vu, donc je mets à jour. » On retrouve une part de la méthode scientifique là-dedans. Il y a le côté examen par les pairs. Ouais. Si on définit des vulnérabilités, on les définit en fonction de quelque chose. Une vulnérabilité, ça n'est jamais qu'une réponse à une menace. Donc, définir les menaces, définir leur vraisemblance, définir leur degré d'impact, ça c'est mon métier. Je suis analyste de risque en sécurité, je fais des analyses de risque comme tous mes collègues, on est tous capables de faire un peu tout type d'analyse de risque en sécurité. Un événement, un bâtiment, une personne, on sait faire. Mais on a tous aussi un cœur de spécialité. Oui. On a un collègue qui est plus spécialisé sur les événements, avec qui je travaille beaucoup. On a 3 collègues qui sont plus spécialisés sur les bâtiments. J'apporte de temps en temps un peu d'aide, mais c'est un domaine qui est tellement spécialisé que je n'ai pas prétention à une valeur ajoutée par rapport à eux. En revanche, mon domaine propre, c'est l'analyse de menaces. L'analyse de menaces dans 2 modalités. La première, qui est une modalité très large, qui est une modalité de veille. C'est-à-dire avoir des capteurs, j'ai des capteurs techno, j'ai des capteurs humains, pour dire, ok, quelles sont les nouvelles menaces? Quels peuvent être les nouveaux moyens d'attaque auxquels nous aurons à faire face? En sachant que notre rôle, Direction Générale de la Sécurité et de la Sûreté et de la Prévention, c'est de protéger les personnes, les biens, les infrastructures, l'information et la réputation, l'image du Parlement. Donc ça couvre assez large.
Ce faisant, je vais devoir après descendre un peu plus précis et aller voir quels sont les acteurs qui, en ce moment, a les moyens de mettre en œuvre ces menaces. Et là, on va mettre en place des veilles sur certains acteurs. Alors, on le fait essentiellement en renseignement source ouverte. J'y reviens un petit peu plus tard là-dessus. Une fois qu'on a mis un peu certains acteurs sous le microscope, je vais sortir des synthèses, des espèces de monographies qui peuvent être des monographies par acteur, ou des monographies par catégorie d'acteurs. Et qui vont révéler j'ai envie de dire, la potentialité de la menace. Exactement. Alors il va y avoir dedans une analyse de risque à proprement parler, c'est-à-dire dans le champ risque contre les personnes, enfin atteinte contre les personnes, quel niveau de risque on peut attendre, quelle probabilité. Mais il va y avoir aussi, l'analyse de menaces à proprement parler. Et l'analyse de menaces, en fait, elle va se résumer en 3 axes. Il va y avoir un axe qui va être un axe d'intentionnalité. Est-ce que cet acteur veut nuire à notre institution? Alors, je fais une parenthèse là-dessus. Si je vois apparaître quelque chose contre une autre des institutions, on a un réseau interinstitutionnel, et je saisis mes collègues de l'institution concernée, et je leur dis, tiens, t'as ça. Et de la même façon, eux, quand ils voient arriver quelque chose, ça tombe chez moi, ils disent, ah tiens, fais attention, il y a ça. Je boucle là-dessus. Donc, l'intentionnalité. Est-ce qu'il y a une intention? Est-ce qu'elle est exprimée? Des fois, elle peut être sous-jacente. Elle peut être cachée, bien sûr. La deuxième, ça va être les moyens. Est-ce que l'acteur de menace dispose des moyens lui permettant de mettre à exécution sa menace? Et la troisième, c'est une notion de proximité. Alors, il y a une notion de proximité temporelle et une notion de proximité géographique. Est-ce que l'acteur de menace a accès à sa cible? Est-ce qu'il est dans le même pays? Ou bien est-ce que l'endroit où il y a un vol direct vers l'endroit où se trouve la cible? D'accord. Est-ce que la cible, et là on va parler de la partie temporelle, est-ce que la cible va être à un moment en plus grande position de vulnérabilité par rapport à l'intention et aux moyens? Et est-ce qu'à ce moment-là, l'acteur a la possibilité d'accéder à la cible? C'est ça l'analyse de menace. D'accord. Et c'est un composant de l'analyse de risque. Alors, il y a un autre volet de l'analyse de menace qui utilise un peu les mêmes vecteurs, on retrouve les 3 vecteurs, mais qui là est différente. C'est lorsqu'on a une menace qui est exprimée. Et il faut savoir que 705 membres du Parlement européen, on les appelle les MEP, Members of the European Parliament, parce qu'ici on est trilingue, les 3 langues officielles du Parlement sont le français, l'anglais et l'allemand. Donc, 705 MEP, c'est des gens qui ont une activité politique. Cette activité politique leur crée des alliés. Il y a des gens qui votent pour eux, la preuve, sinon ils ne sont pas là. Mais bien évidemment, ça leur crée des ennemis. Et des fois, des ennemis prêts à aller au-delà de l'intention. Et donc, il y a des messages de menaces qui arrivent, il y a des fois des faits menaçants, tag sur la porte du garage du domicile d'un député, bousculade d'un membre de sa famille, des choses de ce style-là. Et là, on va rentrer donc sur une analyse de menaces révélées. Et là, on va faire appel à un autre volet, c'est que l'analyse de menaces en tant qu'objet scientifique aurait pu être pris par tel ou tel champ. Ça aurait pu être dans le domaine des sciences de l'organisation, puisque la gestion du risque y est en grande partie.
En fait, l'analyse de menaces, en grande partie, relève du champ de la psychologie. D'accord. Le journal international de l'analyse de menaces, il vient d'une association des professionnels de l'analyse de menaces, donc la TAP, et on a des conférences, on a donc un journal, mais la majorité d'entre nous, même si on est policier, même si on est membre d'un service de sécurité, nous avons un diplôme en psycho. C'est mon cas, entre autres. Et donc cette partie psycho, donc finalement, quand vous dites, il y a l'expérience, donc votre expérience, le background de toute votre carrière professionnelle, mais aussi donc le côté académique et universitaire, avec toute cette partie psycho, qui, les deux ensemble combinés, vous permet d'affiner et de produire des modélisations, des rapports extrêmement précis. Alors, extrêmement précis, oui. Extrêmement probant, pas toujours. On est tenu de garder une fenêtre d'indécision. Il est extrêmement rare, par exemple, que dans un rapport, je dise qu'une menace est certaine. Ça arrive, mais c'est rarissime. En règle générale, je vais définir une menace entre vraisemblable et très vraisemblable, entre peu vraisemblable et moyennement vraisemblable. Donc il va toujours y avoir quand même un effet de fourchette. En revanche, les éléments qui sont derrière, eux, vont être des éléments extrêmement précis. Le côté psycho est important pour l'intentionnalité. Parce que c'est un tweet de menace, donc c'est limité en nombre de caractères, et il va falloir rapidement essayer de trouver des éléments qui vont caractériser l'intentionnalité et qui vont caractériser une volonté d'atteindre le but. Le cas échéant, des éléments qui vont répondre à la classification du DSM-5, donc c'est le guide diagnostique et statistique qui sert pour définir ce qu'on va appeler les maladies mentales. En fait, on va parler plus généralement de troubles psychologiques. Et j'ai eu le cas, par exemple, il y a assez peu de temps, d'une personne qui menaçait de s'immoler par le feu lors d'une session parlementaire. Les éléments étaient suffisants pour que j'en parle avec un psychologue du pays, enfin d'un service de police du pays où elle se trouvait à ce moment-là, et que mon collègue de ce service dise « Ok, je suis d'accord avec toi, on va prendre contact avec cette personne, on ne va pas prendre contact avec elle du côté répressif, oui, mais du côté préventif. Mais du côté préventif et du côté soutien social et psychologique. Et on a travaillé avec les parlementaires qui avaient été saisis de son cas et qui nous avaient fait remonter l'information pour justement... alors c'est là où notre rôle peut être en partie politique, parce que on a essayé, et on est arrivé à trouver avec eux une modalité où on limitait un risque de passage à l'acte en pleine session parlementaire, tout en s'assurant que cette personne se sente entendue. Donc il y a un côté négo, il y a un côté négociation qui vient aussi entrer en ligne de compte. De même, j'apporte mon soutien aux collègues du groupe Enquête dans certains cas où eux vont faire la partie enquête judiciaire et dans certains cas, moi je vais être amené plus à la prise en charge de la victime de façon à l'accompagner dans ses démarches. D'accord. D'accord, donc il y a un réel suivi, une réelle quand même prise en compte. Donc c'est un métier avec un éventail assez large, et c'est un métier aussi qui est très prenant, qui est passionnant. Le fait est que j'ai des journées très atypiques, parce que je commence moi, à 6h30 le matin, en reprenant tous les rapports de la nuit.
tout ce que les salles de commandement, en fait, les salles d'incident ont récupéré pendant la nuit. Je vais en faire une synthèse. Je vais avoir mes diverses sources ouvertes et je vais faire une synthèse de tout ça qui va servir à ce que les cadres supérieurs de la sécurité du Parlement puissent tout de suite savoir que, ah, attention, ça risque de me péter au museau. D'accord. Ou, tiens là, on a un signal faible, mais il est suffisant pour avoir attiré l'attention. Et alors, donc, tout à l'heure, vous vouliez revenir donc, sur le renseignement donc, en source ouverte. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce sujet? Alors, le ROSO en acronyme français, l'OSINT en acronyme international, donc anglophone, déjà, bon, c'est l'une de mes 3 casquettes principales. Donc j'ai cité la casquette contact avec le monde scientifique et académique. J'ai cette casquette analyste menace. Et donc ma 3e casquette, c'est d'être le point de contact, et je suis aussi leader sur certains projets, OSINT, pour le Parlement et en interinstitutionnel. Donc, au même titre que quasiment tous les appareils de renseignement nationaux, on s'est rendu compte que le renseignement sur source ouverte nous donnait une capacité à avoir notre propre boutique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir des équipes d'agents, d'officiers de terrain, d'officiers traitants pour faire remonter du renseignement sur source humaine, dans la mesure où l'OSINT, souvent, va nous permettre... est suffisant. C'est souvent suffisant. D'accord. Alors, en revanche, après, et ça, c'est un des volets de mon travail, les analystes, on a tous certains services nationaux avec lesquels on travaille. C'est souvent basé sur notre histoire personnelle, sur les pays où on a travaillé, comme on a presque toujours été dans des fonctions qui avaient une notion sécurité publique, ordre public, renseignement, donc on a gardé des contacts, et quand on a un signal au site, on commence à se poser des questions, on va le faire valider par nos contacts, par nos correspondants. Donc, et là, de nouveau, ça va nourrir des analyses. Donc on va avoir d'un côté de l'OSINT qui va nous servir, c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'analyse de menaces, pour avoir ces espèces de capteurs qui me permettent de savoir qu'est-ce qui se passe où, qu'est-ce qui sort. J'ai des agrégateurs de flux RSS qui travaillent sur des listes de mots-clés, je crois que j'ai 32 langues, qui vont, quand... qu'est-ce que récemment j'ai eu sur une certaine forme d'utilisation des drones, dont je ne parlerai pas pour des raisons de sécurité, mais sur une certaine forme d'utilisation des drones, j'ai eu récemment quelque chose qui est remonté, et on me dit, ah tiens, jusqu'ici on n'était qu'au théorique, là il y a des gens qui ont fait une mise en pratique. Donc, ça rentre dans un dossier. Ça rentre dans un dossier. Okay. Vous comprenez donc bien que l'analyse d'un risque ne se résume pas à la simple création de synthèses et de matrices. C'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences, mais également de rigueur, puisqu'il est nécessaire d'éprouver régulièrement ces dispositifs si l'on souhaite qu'ils demeurent performants. Pour ce faire, l'analyste travaille en étroite collaboration avec des agents issus des métiers de la sécurité, mais également avec des universitaires qui apportent des expertises indispensables aux dimensions humaines et technologiques des risques. Merci au Parlement européen et à Philippe Masson pour leur accueil. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le second épisode consacré au fonctionnement du Parlement européen et aux instances de l'Union européenne.